On a beaucoup parlé de la relation de l'Iran avec la Russie et la Chine. Je voulais d'abord lire une déclaration d'Ali Larijani, le chef du Conseil de sécurité. Il dit « Nous avons remarqué que les Russes et les Chinois ont été très bons envers nous dans divers domaines politiques. Certains s'en inquiètent, car ceux qui ont soutenu fermement l'Iran et l'ont défendu au Conseil de sécurité étaient la Russie et la Chine, pas l'Allemagne ni la Grande-Bretagne. Ces pays ont activé le mécanisme de déclenchement contre nous. Ils essayent de créer une fracture entre nous, la Russie et la Chine. Je crois que la Russie et la Chine coopèrent bien avec l'Iran parce que leurs intérêts et les nôtres sont alignés. On a beaucoup parlé de ce soutien que l'Iran a reçu de la Russie et de la Chine, et inversement. La Chine, par exemple, a même fourni des images satellites accessibles au public montrant l'emplacement d'actifs transférés vers des bases comme en Jordanie, le FAD, les intercepteurs et tout cela. Que pensez-vous de ce partenariat? Eh bien, l'Iran, la Russie et la Chine entretiennent de bonnes relations, et celles-ci se sont améliorées avec la Russie. Elles se sont beaucoup renforcées en Syrie, où les deux pays combattaient ensemble Daesh et Al-Qaïda, des groupes soutenus par les États-Unis, Israël, le Qatar, la Turquie, la Jordanie et d'autres. Les deux armées, les deux forces armées, y travaillaient côte à côte, ce qui leur a permis de mieux se connaître. Et bien sûr, le général Soleimani était célèbre pour avoir convaincu les Russes de venir en Syrie afin de combattre Daesh et Al-Qaïda. Si les Iraniens, les Russes et le Hezbollah n'avaient pas combattu pendant ces années-là, la situation serait aujourd'hui bien pire. Je veux dire, les groupes Al-Qaïda et ISIS que nous voyons aujourd'hui en Syrie sont bien plus faibles qu'ils ne l'étaient en 2013, 2014 et 2015. À cette époque, ils étaient sur le point de prendre l'Irak aussi, et le Liban également. Donc cette coopération, tu sais, malgré le fait que certaines parties de la Syrie soient tombées aux mains d'Al-Qaïda et d'ISIS, a porté ses fruits. Et après cela, après le début de la guerre en Ukraine, les Iraniens n'étaient pas aveugles. Ils ont vu exactement ce qui se passait. Ils ont vu les Américains et les Européens mener un coup d'État en Ukraine. Ils les ont vus donner du pouvoir aux néo-nazis, tout comme ISIS et Al-Qaïda en Syrie et en Irak. Et ils les ont vus tuer des Russes ethniques dans le Donbass et aussi dans le sud, à Odessa, les brûlant vifs. Tout comme le font ces émeutiers en Iran, comme le fait l'État islamique. Et apparemment, c'est une tradition persistante chez les alliés américains. Ainsi, l'Iran savait que l'expansion de l'OTAN allait à l'encontre de ce qui avait été promis. Ils ont également vu que l'OTAN prévoyait de s'étendre à la Géorgie, ce qui aurait fait que l'OTAN, la Turquie étant bien sûr membre, s'étendrait jusqu'à la Géorgie et probablement plus tard à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. C'était une menace pour tout le monde. Ainsi, la relation entre l'Iran et la Russie s'est améliorée après la guerre. Et après la guerre de 12 jours, la relation a encore évolué. Avec la Chine, la relation s'est également améliorée, surtout après la visite du président Raisi en Chine. Après que l'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai sous la présidence de Raisi, puis les BRICS, toujours sous sa présidence, et ensuite son voyage en Chine, la relation a continué d'évoluer. Et le voyage du président Xi en Chine a constitué une étape majeure dans le renforcement de cette relation. Je pense qu'après la guerre de 12 jours, la relation s'est encore développée, car les Chinois et les Russes ont tous deux reconnu qu'une menace contre l'Iran est une menace contre eux. Les États-Unis veulent le contrôle. Ces oligarques veulent le contrôle du pétrole en Asie occidentale. Cela nuirait à la Russie et placerait la Chine dans une très mauvaise situation. Ainsi, l'Iran n'est pas sans amis ni alliés. Ces pays comprennent ce que l'Occident essaye de faire. Et bien sûr, l'Iran a aussi des alliés régionaux, comme je l'ai expliqué plus tôt.
l'axe de la résistance, de l'Irak à la mer Rouge et ainsi de suite. Donc l'Occident n'est pas aussi puissant qu'il le prétend. Et les Européens, eux, peuvent encourager la guerre d'agression américaine. Nous avons vu le président français quand il suppliait Trump de ne pas prendre le Groenland. Il disait « Regarde, nous avons détruit la Syrie ensemble. Nous pouvons détruire l'Iran ensemble. Mais tu sais, ne touche pas au Groenland. » C'est à quel point c'est immoral. Et encore une fois, le discours du secrétaire d'État américain où il a fait l'éloge des empires d'il y a 500 ans, attaqué la décolonisation et appelé à la renaissance des empires, et l'ovation debout qu'il a reçue de ses dirigeants européens. Tout est dit. Cela nous montre qui sont vraiment ces gens et ce qu'ils défendent. Mais les Européens sont faibles et ils n'ont pas le pouvoir qu'ils croient avoir. Alors l'Iran achète des armes à la Russie. Il achète des armes, des systèmes d'armement et du matériel à la Chine. Et l'Iran, bien sûr, les aide en retour. Il vend du pétrole à la Chine, vend aussi du matériel à la Russie. Les relations s'améliorent. Et les relations de l'Iran avec les pays d'Asie centrale sont très bonnes, tout comme ses relations avec la Russie et la Chine. Ainsi, l'Asie est en plein essor et l'Iran veut en faire partie. Et bien sûr, les États-Unis ne veulent pas voir l'Asie s'élever. Ainsi, les États-Unis veulent un régime ethno-suprémaciste dans notre région du monde et ils veulent la domination mondiale pour eux-mêmes. Les deux font partie d'un seul et même projet. Les Israéliens sont les ennemis de la Russie et de la Chine parce qu'ils font partie de ce projet impérial américain. Et bien sûr, l'idéologie centrale n'est pas vraiment une idéologie, c'est la classe Epstein. Ce sont eux qui gouvernent. Qu'il s'agisse d'un empire sioniste en Asie occidentale ou d'un empire américain dirigé par des sionistes, c'est la classe Epstein. Les Russes et les Chinois se sentent menacés. La relation avec l'Iran se renforce et les populations de notre région se sentent menacées. Partout dans le monde, les gens se sentent de plus en plus menacés par le comportement scandaleux des États-Unis. Oui. Et dans quelle mesure tiens-tu compte de cette sous-estimation de l'Iran? J'ai l'impression que plus les États-Unis et Israël, et bien sûr tous leurs partisans, se rapprochent de l'idée d'une confrontation à grande échelle avec l'Iran, plus on découvre que l'Iran a peut-être été sous-estimé en tant que puissance technologique à part entière. Je veux dire, on apprend par exemple dans plusieurs rapports des médias grand public que l'Iran a fourni certains types de drones à la Russie, qui se sont révélés très utiles pour elle dans le conflit en Ukraine. But it's always. Oui, beaucoup de drones. On parle de milliards et de milliards. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Quand on parle de tout ce qui concerne la manipulation monétaire, comme nous l'avons déjà abordé dans cette émission, professeur Morandi. Et puis nous découvrons aussi que, par exemple, la Chine. Bien sûr, on ne peut pas remettre en question la puissance économique de la Chine. La Chine a réalisé tant de progrès technologiques. Mais avec l'Iran, nous apprenons que, il y a environ 15 ans, en 2011, la Chine a détruit le réseau de la CIA sur place. En gros, ils ont éliminé tous leurs agents et supprimé la menace interne. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis essayer de recruter des Chinois à l'extérieur pour tenter de les retourner contre leur pays. Mais il y a une raison pour laquelle ils n'ont plus d'actifs là-bas. Et l'une des raisons, c'est que l'Iran a en réalité aidé à fournir des renseignements à la Chine, car il avait découvert un vaste réseau d'espions de la CIA sur son propre territoire et avait partagé ces informations avec la Chine. Comment les repérer et quoi faire? Je pense que cela montre qu'on a sous-estimé l'Iran. Certains ont vu l'attaque surprise de l'année dernière comme révélant de grandes lacunes dans de nombreux domaines. Et bien sûr, l'Iran, comme tout autre pays, n'est pas parfait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été sous-estimés, des choses que nous n'apprenons pas vraiment en Occident. Parce qu'on nous dit que l'Iran est ce pays maléfique qui opprime son propre peuple.
et menace sans cesse le monde avec son idéologie horrible et toute la propagande qui l'accompagne. Oui, je pense que les généraux et les élites américains devraient prêter attention à ce que le général Soleimani a dit un jour. Il a déclaré « Nous sommes la nation de l'imam Hussein ». Peut-être devrait-il apprendre une chose ou deux sur l'imam Hussein et sur la manière dont il a joué un rôle majeur dans la culture et la société iranienne, ainsi que sur l'influence que cela a eue sur la capacité des Iraniens à rester fermes et résilients au cours des 47 dernières années. Les Iraniens ont toujours su à la fois recevoir du soutien et en apporter aux peuples opprimés de différentes origines religieuses, ethniques et raciales dans diverses régions du monde. Les États-Unis ne peuvent pas comprendre l'Iran, le régime de Washington, le régime Epstein, à cause de leur arrogance et de leur sentiment de supériorité. Je veux dire, l'ensemble des dossiers Epstein montrent la même chose, la même attitude envers les Américains. Les filles et les enfants américains n'ont aucune valeur à leurs yeux, car ils se considèrent comme supérieurs. Bien sûr, je suppose que si tout cela se produit, c'est parce que, pour faire partie du club, il faut se dévoiler. Il faut s'en venir avec ce monde fourbe. Mais le fait est qu'ils considèrent ces enfants, des milliers et des milliers d'enfants, comme n'ayant aucune valeur. Je ne veux pas répéter certaines des choses que j'ai lues ces derniers jours, y compris quelques-unes que j'ai lues il y a seulement quelques heures. Mais cela montre qu'ils n'ont aucun respect pour qui que ce soit, dans leur arrogance et leur sentiment de supériorité, que ce soit l'idéologie sioniste ou simplement cette croyance générale que, parce qu'ils sont extrêmement riches, ils sont d'une certaine manière au-dessus des autres. Cette arrogance est ce qui détruit l'Empire, et cette arrogance est ce qui les mènera à l'échec, un échec monumental, face à l'axe de la résistance, sans aucun doute. La saga Epstein, qui se poursuit, continue à la fois d'horrifier et d'éveiller les masses, quiconque possède un minimum d'humanité, et bien sûr, de révéler à quel point ces élites sont vulgaires et abjectes dans la manière dont elles maintiennent leur domination. Et c'est incroyable. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que certaines de ces personnes qui continuent à soutenir Trump, même si leur nombre a apparemment diminué. Je ne peux même pas prononcer les mots, de peur que cela n'affecte votre émission. Mais ce qu'Epstein a fait, et ce que la classe Epstein a fait, apparemment, ce qui posait problème pour eux il y a un an, ne l'est plus aujourd'hui. Tirer une balle dans le visage d'une femme blanche n'est apparemment pas un problème. Oui, tirer dans le dos d'une infirmière qui travaillait avec des anciens combattants et la tuer n'est pas un problème pour ces gens. La corruption massive, toutes les choses que le mouvement MAGA était censé combattre. Ces gens-là, ceux qui continuent de soutenir Trump, n'ont jamais été sérieux à propos de tout cela. Ils ont simplement soutenu cette secte, une secte totalement corrompue, sans principe et en train de s'effondrer. Et lorsque le prix de l'essence montera en flèche, beaucoup de ces membres restants de la secte, ceux qui ont refusé de prendre leur distance, malgré les affaires de maltraitance d'enfants, les guerres sans fin, et ainsi de suite. Quand les prix de l'énergie exploseront, je suis à peu près sûr qu'ils seront parmi les premiers à se retourner contre ceux-là même qui les manipulaient. Une grande raison pour laquelle ces mêmes personnes commettent ces actes horribles et le font sur la base d'opérations, de chantage ou autres. Il existe toutes sortes de théories, mais le fait est que ce sont des gens qui contrôlent l'Occident. Ils recherchent et poursuivent la domination et les profits au service de l'Empire américain. Et une grande raison pour laquelle il faut se débarrasser de l'Iran
de la Russie et de la Chine. J'aimerais que vous commentiez cela. C'est que beaucoup de gens insistent en géopolitique sur le soutien militaire, n'est-ce pas? Des radars fournis à l'Iran par la Chine, des systèmes de défense aérienne, tout cela. Et tout cela est très important. Mais j'essaie de souligner que la guerre économique en est une composante majeure. Nous avons vu, même ces dernières semaines, qu'avec toute la pression exercée sur le Venezuela, la Chine a augmenté ses importations en provenance d'Iran. Nous observons toutes sortes de consolidations économiques, des échanges dans les devises respectives. Nous l'avons vu entre la Russie et l'Iran, et nous l'avons également constaté entre les trois pays. Peut-être pourriez-vous en parler. De quelles autres manières ce partenariat aide-t-il particulièrement l'Iran? Car l'Iran a parfois été critiqué pour ne pas être suffisamment ouvert envers la Russie et la Chine. Je trouve cela un peu exagéré, mais certains disent « Oh, ils n'acceptent pas toute l'aide que la Russie et la Chine peuvent offrir. » Pourtant, ces deux pays entretiennent des partenariats économiques profonds avec l'Iran. Je suis curieux de savoir si vous pourriez aider à comprendre à quel point cela influe sur la capacité de l'Iran à défendre sa souveraineté. Oui, j'ai vu ce genre de choses. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, ce n'est pas comme si l'Iran n'avait pas accepté cela, ni les Russes d'ailleurs. La relation a évolué. Comme je l'ai expliqué plus tôt, la relation avec la Russie a évolué, et la relation avec la Chine aussi. C'est une rue à double sens. La Russie et la Chine, avant 2015, lorsqu'elles étaient plus faibles, et que les Américains voulaient des sanctions à l'ONU, ont essayé de les atténuer, mais au final, elles ont voté pour les sanctions, les différentes résolutions qui visaient l'Iran. Aujourd'hui, les Russes et les Chinois, lorsque les Européens ont tenté d'utiliser le soi-disant mécanisme de rétablissement automatique, l'ont rejeté. Le monde a changé et la relation a évolué. Ce n'est pas comme si l'Iran ne voulait pas cela et que les Chinois en faisaient davantage. Les deux parties se sont progressivement rapprochées. Il en va de même pour l'Iran et la Russie. Et les États-Unis ont été le catalyseur. Ce n'est pas comme si les Russes offraient quelque chose à l'Iran et que les Iraniens répondaient « Non, nous n'en avons pas besoin ». Il y a toutes sortes de considérations. Parfois, les Russes disposaient de systèmes d'armes que les Iraniens ne voulaient pas, faute d'argent pour les acheter. Ils se disaient, eh bien, l'argent que nous avons serait mieux dépensé ici plutôt que là. Voilà. Alors peut-être que les Chinois, dans certains domaines, ne voulaient pas exporter certains biens, tout comme les Russes, parce que les pays sont souvent prudents avec leurs technologies les plus avancées. Il en va de même pour l'Iran. L'Iran n'exporte aucun de ses missiles les plus sophistiqués. Il y a donc de nombreux facteurs à prendre en compte, mais la relation entre l'Iran et la Russie s'est améliorée, et la relation entre l'Iran et la Chine, ainsi qu'entre la Russie et la Chine, a évolué. Et une grande partie de cela est grâce à Trump. Et une grande partie est grâce à Obama. Et une grande partie est grâce à Biden et à l'establishment politique américain, vous savez, l'Empire, qui menace constamment les pays, les trompe constamment et leur ment sans cesse. Et cela a été le meilleur et le plus important catalyseur pour rassembler les pays. Les États-Unis ont été le plus grand catalyseur dans la création des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres instances régionales en Amérique latine et ailleurs. Ce n'est donc pas comme s'il s'agissait d'une affaire à sens unique. C'est un processus en évolution, mais je pense que la relation entre l'Iran et la Chine est plutôt bonne. Et la relation entre l'Iran et la Russie l'est également. L'Iran achète certaines des choses dont il a besoin à la Chine et d'autres à la Russie. Et évidemment, les capacités militaires iraniennes, ses capacités indigènes, sont bien connues.
Les missiles iraniens ont traversé couche après couche de défense américaine, depuis la Méditerranée, sur terre et dans les airs. Et bien sûr, les défenses israéliennes, qui sont en réalité des défenses américaines. Il n'y a rien en Israël qui soit indigène. Tout vient de l'Occident, et des États-Unis en particulier. Donc encore une fois, cela n'a pas forcément besoin d'être ainsi. Je veux dire, les États-Unis pourraient être amis avec l'Iran. Ils pourraient être amis avec la Russie. Ils pourraient être amis avec la Chine. Mais la mentalité impériale et la mentalité de la classe Epstein ne le leur permet pas. Sinon, les Américains sont comme les Iraniens, comme les Brésiliens, comme les Russes, comme, vous savez, c'est juste qui est venu récemment en Iran et me disait « Ah oui, Rick Sanchez. Rick Sanchez était en Iran. J'étais en Russie quand il est venu en Iran. » En fait, il devait venir plus tôt. Et je lui ai dit de venir pour l'anniversaire de la Révolution, afin de voir le rassemblement. Mais cela a fait que nous ne nous sommes pas rencontrés, car c'est à ce moment-là que j'étais à Moscou. Nous avons échangé nos places. Oui. Donc j'étais là-bas et lui était ici. Rick me disait, il y a quelques jours, lorsqu'il est revenu à Moscou la veille de mon retour à Téhéran, que ce qui l'avait le plus frappé, c'était à quel point l'Iran était un pays normal et à quel point Téhéran était une ville normale. Les gens étaient normaux, tout était normal. Mais vous savez, l'Occident essaie de dépeindre tous les autres comme anormaux et lui-même comme normal. Pourtant, quand on regarde les dossiers Epstein, les pays les plus anormaux du monde, en excluant les gens ordinaires, les plus anormaux sont les régimes occidentaux. D'accord. Régime Epstein. Oui, enfin, je ne sais pas. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Si on veut comparer les systèmes politiques, même juste les systèmes politiques, je sais comment ça fonctionne aux États-Unis. Ce sont vraiment les élites économiques, celles qui tiennent les cordons de la bourse. Et puis tu vois comment les dirigeants et les milliardaires de notre région, dans le Golfe Persique et ailleurs, sont eux aussi liés à Epstein. Mais au bout du compte, Dani, l'Iran, la République islamique d'Iran, l'Axe de la résistance, le Hezbollah et Sayed Nasrallah, la résistance irakienne, ils n'abandonneront pas le peuple palestinien. Cela n'arrivera pas. Et le régime politique américain devra vivre avec cela. Quel qu'en soit le prix, nous ne les abandonnerons pas. Non, non, non. Ils n'abandonneront pas le peuple palestinien. Et il semble qu'il y ait tout un ensemble de questions qui pointent toutes vers l'Iran, déterminant son propre destin, que ce soit avec qui l'Iran commerce ou comment il se défend. Aucune de ces choses n'est sujette à négociation, et elle ne devrait pas l'être, surtout étant donné que ce sont les États-Unis qui sont arrivés au bord de ces frappes, je suppose qu'on peut le dire, 2 fois au cours du dernier mois environ. Et quand on fait cela, on admet et on reconnaît essentiellement qu'on cherche la guerre. Et il n'y a qu'une seule autre option. Soit on parle, soit on fait la guerre. Et je ne veux pas voir des gens mourir. J'ai déjà vu la guerre. J'ai combattu dans la guerre. Et j'ai vu la guerre. J'ai vu la guerre récente. Et j'ai vu à quel point le régime est impitoyable. Comment il bombarde des immeubles d'habitation, comment il bombarde des places et des ronds-points animés à Téhéran. Et je sais que lorsque les Américains attaqueront, ils massacreront des gens ordinaires. Et que les médias occidentaux appelleront cela des frappes chirurgicales. Chaque fois qu'un grand nombre de civils sont tués, ils diront « le régime iranien affirme ». Et quand, disons, un haut responsable, si sa maison est bombardée et que toute sa famille élargie est tuée, ils ignoreront cela et diront que c'était une opération sophistiquée. Vous savez, c'est ainsi que fonctionnent les médias occidentaux liés à Epstein, et c'est ainsi que les régimes occidentaux opèrent. Je ne veux pas voir la guerre, mais le fait est que si les Américains nous l'imposent, alors nous nous battrons jusqu'au bout
et nous ferons en sorte que l'Empire échoue. Et cela, je pense, marquera la fin de l'Empire américain et certainement la fin de la présidence de Trump. Mais personne ne veut la guerre. Au bout du compte, comme l'a dit le général Soleimani, nous sommes la nation de l'imam Hussein et les Américains ne s'en tireront pas comme ça.